Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 26 janvier. La conférence de presse pour l'avenir du mouvement Action Chômage du 23 janvier dernier. Martine Audet, coordonnatrice à la ressource d'aide aux personnes handicapées de la Baie des Chaleurs, nous donne les résultats du 23e téléradioton de la ressource. Véronique Simon, chargée de projet en sécurité alimentaire pour le collectif alimentaire à Passepébiac, nous parle de leurs prochaines activités. Rose-Marie Follum, intervenante en zoothérapie, nous informe sur le sujet. Et nous vous présentons une autre capsule sécurité FCMQ. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, une conférence de presse importante pour l'avenir du mouvement Action Chômage fut organisée à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville à Chandler, jeudi le 23 janvier dernier. Télévague y était présent pour vous. Depuis plusieurs mois, nous cherchions une relève. Sans succès, et la dissolution du groupe devenait évidente suite à ma décision de prendre une retraite éventuelle. Mais, suite à une séance de placotage entre femmes, Nadia Mongeon, que je vous présente, Nadia, tu peux venir t'asseoir, a démontré beaucoup d'intérêt à assurer la coordination du mouvement chômage en assurant tous les services que nous avons dispensés depuis plusieurs années. Premièrement, Gaëtan, pouvez-vous nous expliquer un petit peu les débuts? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir autant? Moi, je suis arrivé ici dans les années 82. Je suis retourné travailler à Montréal vers l'année 85. Et quand je suis revenu, le déménagement en dehors de notre résidence habituelle, bien, le chômage m'a coupé mon chômage. Parce que ma résidence habituelle était ici, Chandler, puis j'étais allé travailler en ville. Et j'avais fait ma demande à Montréal. Donc là, il a fallu se battre. Et heureusement, j'ai rencontré le mouvement chômage de Montréal, qui existait déjà depuis longtemps. Quand je suis revenu ici, bien, je suis allé voir John Meunier du CLSC, le travailleur communautaire, puis j'ai dit, donc, il y a du monde qui t'appelle de temps à autre. Là. Il dit, bien sûr, j'ai du monde presque à toutes les semaines qui m'appellent, puis qui ont des problèmes avec l'assurance chômage. Je dis, qu'est-ce que tu dirais qu'on mettrait sur pied, un mouvement? Et à partir de là, le feu s'est allumé, là, puis le CLSC m'a permis là, d'habiter un bureau chez eux, le téléphone, les dépenses, et ainsi de suite. Ensuite, on est devenu un petit peu plus indépendant. On est déménagé en ville, puis on commençait à prendre de l'expansion. Ben, moi, je dis à la population, levez-vous debout. Vous seriez surpris de quelle manière on peut gagner des points, on peut gagner contre l'assurance chômage. En tout cas, autrefois, quand on allait dans les conseils arbitraux, notre moyenne de gain était environ 80 %. Il faut savoir qu'il y a juste 20 % des décisions qui sont contestées. On en gagnait 80 % des 20. Alors, si tout le monde contestait, on aurait gagné 80 % de peut-être 100 000 décisions à travers le Canada. Alors, on dit aux gens, levez-vous debout, vous avez des droits, venez voir les spécialistes, on va vous aider à faire valoir vos droits contre cette grosse machine, puis je l'ai dit dans mon communiqué, contre cette grosse machine. Puis c'est vrai que c'est une grosse machine, mais on réussit à la traverser. On réussit à cause de notre expérience. Moi, je vous dirais que parmi les agents avec qui on fait affaire, là, en revision ou avec des dossiers, là, il y en a très peu qui ont 30 ans d'expérience. Alors, quand ils font face à des groupes comme le nôtre, comme Sherbrooke, comme Montréal, avec 50 ans d'expérience, ils ont beaucoup de difficultés à faire valoir leur point de vue. On arrive toujours à gagner nos points. Alors, notre moyenne de gain, là, se maintient tout le temps entre 60 et 80 % de gain quand les gens contestent. Il faut d'abord qu'ils se lèvent debout et contester. On n'a pas gagné la guerre avec l'assurance chômage. On a gagné beaucoup de petites batailles. La guerre ne se gagnera pas contre le gouvernement fédéral. D'abord, on n'a pas les moyens de se battre à l'année. Il faut s'occuper de nos dossiers, hein, parce que le politique prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, on essaie de doser un peu nos interventions entre les dossiers et le politique. Donc, il reste toujours de quoi faire parce que la loi change continuellement. Les règlements changent, les modes d'application changent, les agents décideurs changent, ils interprètent la loi d'une manière différente. On le sent là, d'un agent à un autre agent que tel article de loi, il ne l'interprète pas de la même manière. Donc, il y aura toujours du travail d'information à faire.
Puis plus la loi est difficile à interpréter, plus il faut donner de l'information, parce que le commun des mortels, il y a beaucoup de termes compliqués dans la loi d'assurance chômage. Donc, pour le commun des mortels, il faut aller dans la vulgarisation de la loi le plus possible. Je suis une personne qui est quand même assez, comment je dirais bien, je suis très allumée au niveau des lois. J'ai quand même travaillé à un moment donné au niveau du gouvernement, donc je suis capable de comprendre des choses à la lecture et tout ça. Fait qu'un peu ça, un peu mon aspect du travail social, c'est-à-dire travailler avec les gens. J'en ai fait beaucoup dans tout ce que j'ai fait là, comme emploi. Puis, fait qu'un peu tout ça ensemble fait que je sais que je suis capable de débattre des points, je suis capable d'informer, puis je suis capable de prendre soin des gens, puis de les accompagner dans leur cheminement. Plus les accompagner, oui. OK. Qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision finale? Oui, j'embarque. Bien, c'est vraiment une question de défi, puis le fait aussi d'aider son prochain, c'est quand même autre chose pour moi. Là. Au lieu de le faire en passe-temps, bien là, je vais le faire à tous les jours, aider les gens. Fait que moi, ça vient me chercher beaucoup. Je trouve que c'est stimulant. Puis, ce domaine-là, c'est intéressant parce que le chômage, il n'y a pas personne qui sait quand ils vont en avoir besoin ou quand ils n'en auront pas besoin. Donc, tout le monde peut arriver un jour à perdre son emploi puis à avoir besoin de chômage. Donc, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que dans le passé, j'ai déjà eu affaire moi-même au chômage, puis je sais ce que ça peut représenter comme complexité. D'accord. Avez-vous des projets pour après juin? Après juin? Oui, je vais continuer à travailler au centre de plein air, à temps partiel, faire ce que ça me tente de faire, pas ce que je suis obligé de faire. Ça va être la grosse différence. Je vais pouvoir me lever un peu plus tard le matin si ça me le dit, me lever un peu plus tôt si ça me le dit aussi. Alors, ça va être ça, ma liberté. Ça va être ça, ma retraite. Peut-être quelques petits voyages, là, ici et là, avec ma douce. Bon, vous souhaitez une très, 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 très belle retraite. Merci beaucoup. Les 18 et 19 janvier dernier avait lieu le Week-end de la ressource qui a connu un grand succès encore cette année. Martine Audet, coordonnatrice à la ressource d'aide aux personnes handicapées pour le secteur de la baie des Chaleurs, nous donne les résultats du 23e Téléradioton de la ressource. Bonjour Martine. Bonjour André. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi la ressource d'aide aux personnes handicapées? La ressource, nous venons en aide aux gens, aux personnes handicapées et leurs familles par l'achat d'équipements spécialisés, ça peut être aussi pour des camps de vacances, du répit gardiennage pour les familles. Okay. Ça, c'est pour toute la baie des Chaleurs ou c'est pour le Québec? C'est pour quel secteur au juste? C'est la ressource personnes handicapées, c'est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. OK. Puis là, dernièrement, le 19 janvier, il y a eu c'est le 23e Téléradioton de la ressource. Pouvez-vous nous parler un petit peu des résultats? Oui, cette année, on a eu vraiment c'est un succès. On a atteint nos objectifs qui étaient de 300 000. C'est-à-dire qu'on a fini dimanche le Téléradioton dimanche soir avec 298 000 sur un objectif de 300 000. Et puis, on a une charmante donatrice, une personne de Rimouski qui a complété avec lundi dans la journée, qui nous a donné un 2 000 pour atteindre l'objectif. Qui a voulu garder l'anonymat. Oui, une personne qui a voulu garder l'anonymat, puis on est très heureux de ça. Puis le spectacle, c'est combien de participants au juste qui participent? Il y a eu 700 spectateurs cette année au spectacle de la ressource à Rimouski, puis c'est un record d'assistance. On est vraiment contents. Il y avait un beau spectacle, il y avait des beaux artistes invités, dont Kevin Parent, Luce Dufault, Ludovic Bourgeois, Geneviève Jaudoin, ainsi que Daniel Boucher. À l'animation, Marc-Antoine Lévesque et Dave Richer. Ça, c'est un spectacle qui est toujours fait à toutes les années au même endroit? Oui, à la salle des Jardins TELUS à Rimouski, au même endroit depuis quelques années. Maintenant, c'est le thème, sous le thème, le week-end de la ressource, ça comprend le spectacle et le téléradioton. Le spectacle qui se donne toujours le samedi, la veille, puis le dimanche du téléradioton, c'est là qu'on ramasse les dons et
Puis là, tous ces dons-là, ils vont servir surtout à quoi? Ces dons-là servent, bien, premièrement, nous, la ressource, on vient en aide aux personnes handicapées. Les gens nous sont référés par le réseau de la santé. Les ergothérapeutes, les médecins, etc. Puis, ces gens-là, on leur vient en aide par l'achat d'équipements spécialisés. On leur vient en aide aussi pour des camps spécialisés l'été, des camps de vacances. Du répit gardiennage aussi, bien également pour les familles. Pour notre secteur, ici en Gaspésie, pour le secteur Baie des Chaleurs, secteur des Anses, on n'a pas atteint nos objectifs cette année. C'est bon, on a ramassé 39 608 $, au Téléradioton dimanche. Ça a été notre chiffre de fin, mais c'est pas suffisant. On a de plus en plus de difficultés à atteindre l'objectif parce que, bon, les équipes de bénévoles, il y en a de moins en moins sur le territoire. C'est devenu rare. La population est vieillissante. Puis, cette année, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de secteurs qui n'avaient pas de bénévoles sur place pour faire de la sollicitation téléphonique. Ça paraît beaucoup sur notre objectif. Et puis aussi, un autre problème qu'on rencontre depuis quelques années, c'est que les gens fonctionnent beaucoup avec des cellulaires maintenant. Donc, dans nos bases de données, les numéros de téléphone qu'on a, ça fonctionne plus. Là, on n'a pas les numéros de téléphone des gens, puis parce que c'est des cellulaires. Ça fait que c'est une autre problématique pour nous, là. Beaucoup de difficultés à rejoindre des gens. Donc, ça fait que ça baisse notre récolte de dons. Il est-il encore possible pour les gens de faire des dons? Oui, il est encore possible de faire des dons en appelant au bureau de la ressource à Bonaventure au 418-534-5676. Également sur le site web de la ressource au www.laressource.tv. Mais c'est sûr que le Téléradioton, c'est comme la principale source de financement pour la ressource, mais il y a d'autres moyens aussi. Oui, il y a toujours des activités de financement durant l'année. Depuis l'automne, nous vendons des billets, la loterie régionale. Nous en avons à vendre encore jusqu'en mars. C'est vraiment des billets, il y a des beaux prêts à gagner. C'est 5 $ le billet. Puis pour vous en procurer, vous pouvez appeler au bureau de la ressource au 418-534-5676. Puis les billets sont seulement en vente ici? Ils sont en vente ici, puis on fait aussi des kiosques à quelques endroits. Exemple, chez Jean Coutu, à Passepébiac, on a fait un kiosque avant les fêtes pour vendre des billets. On a fait un kiosque à Carleton, deux à Bonaventure. Donc, dans l'avenir, dans les prochaines semaines, on devrait encore vendre des billets dans des kiosques, mais principalement au bureau à Bonaventure. En appelant au bureau, vous pouvez vous procurer des billets sans problème. OK. Puis le tirage, il se fait quand au juste? Le tirage va se faire à la fin mars, le 28 mars au bureau, chez Ameublement Tanguay à Rimouski. C'est notre gros commanditaire. Il y a un beau prix de 2500 $ à gagner chez Ameublement Tanguay. Puis c'est là que le tirage va se faire le dimanche 28 mars. Puis en terminant, s'il y a des gens qui ont besoin d'informations supplémentaires ou qui ont besoin de vos services, ils vous rejoignent comment? Ils peuvent regarder sur le site web de la ressource ou en appelant au bureau de la ressource à Bonaventure. On est situé au centre Bonaventure, au 105 avenue Grand-Pré. Puis ils peuvent appeler également au 418-534-5676. Le collectif alimentaire à Passepébiac est toujours très actif. Véronique Simon, qui est chargée de projet en sécurité alimentaire pour le collectif alimentaire à Passepébiac, nous parle de leurs prochaines activités. Bonjour Véronique. Salut André. Il y a plusieurs activités qui sont à venir pour le collectif alimentaire ici à Passepébiac. Oui, il y en a plusieurs. On continue de faire les cuisines solidaires à chaque vendredi et les cuisines collectives, différents groupes au courant du mois. Puis on a aussi à chaque mois un atelier sur le pain. Cette session-ci, on fait sur les pains du monde. Puis on a une fois par mois également des cuisines parents-enfants. Puis une soupe communautaire le dernier mercredi de chaque mois également.
Puis là, la prochaine activité qui s'en vient, c'est quoi? Ça va être une soupe communautaire qui va être mercredi qui s'en vient, de 11h30 à 1h. Puis tout le monde est le bienvenu sans inscription. Puis vous pouvez venir partager. Il y a toujours 2 choix de soupe, une végétarienne puis une soupe du chef. L'activité suivante, ça va être une cuisine par enfant. Ça va être un samedi de 2h à 4h, samedi le 1er février. Puis on va faire des boulettes aux lentilles puis des boules d'énergie également. Le premier atelier de pain qu'on va faire, ça va être des pains qui s'appellent des koulouri. C'est un pain grec. Ils ont leur pendant turc, ça s'appelle aussi des simit. C'est comme une espèce de bagel très mince tortillé. L'atelier de pain koulouri, ça va se tenir un mercredi le 19 février de 10h à midi. Pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi au juste les cuisines collectives? Les cuisines collectives, c'est des groupes de personnes qui se rassemblent une fois par mois. Elles vont décider ce qu'elles vont cuisiner. Donc, autour de 3 ou 4 recettes qu'elles vont faire ici. Elles font elles-mêmes leurs achats, mais nous, on fournit une base de cuisine, donc de la farine, du sucre, des épices, puis des trucs secs comme ça. Et quand c'est possible aussi, on peut fournir quelques autres aliments qu'on récupère en épicerie ou chez les agriculteurs, comme de la viande ou des légumes frais. Ces personnes-là donc viennent cuisiner ici. Après ça, se séparent qu'est-ce qu'elles ont cuisiné, les mets équitablement, puis repartent avec ça à la maison. Okay. Puis c'est quoi la différence entre les cuisines collectives et les solidaires? Une cuisine collective, c'est toujours les mêmes personnes qui font partie d'un groupe stable et décident soit un mois d'avance ou quelques semaines d'avance qu'elles vont cuisiner ici pour faire leurs achats. Et le cuisine solidaire, c'est des groupes qui varient, donc il faut s'inscrire, mais tu te présentes le matin ici à 9h, puis on voit ce qu'on a reçu comme aliment et on décide sur le champ quelle recette on va faire ensemble. Mais c'est la même chose, ils vont repartir avec les repas qu'ils auront cuisinés, tout le monde ensemble. Puis idéalement, c'est de s'inscrire d'avance. Oui, en fait, c'est essentiel parce que nous, on va dégeler de la viande en fonction du nombre d'inscriptions pour cette cuisine-là. C'est important de s'inscrire si on veut réserver sa place parce que c'est un maximum de 6 personnes pour la cuisine. Donc, autant pour la viande qu'on va dégeler que pour pouvoir permettre à tout le monde de s'inscrire, il faut le faire d'avance. Les cuisines solidaires, c'est à chaque vendredi, sauf exception. Puis les cuisines collectives, c'est généralement de septembre jusqu'à mai. Puis les groupes se rencontrent une fois par mois au courant de ces mois-là. Là, les gens qui veulent vous suivre et qui veulent suivre vos activités, ils vous suivent comment? Ils peuvent s'inscrire sur notre page Facebook ou aussi nous donner leur courriel. Puis nous, on envoie des infolettres aux 2 ou 3 semaines pour garder au courant des activités qui ont lieu ici. Il y a une autre activité qui s'en vient au mois de février pour vous. Oui, le lundi 17 février, on va avoir la visite de Louise Fugère qui va faire des tournées avec 3 petits groupes en épicerie pour aller faire la comparaison des étiquettes. Comment bien lire les étiquettes puis savoir pouvoir juger de quel produit est le meilleur pour nous. Ça, faut s'inscrire d'avance aussi? Il faut s'inscrire d'avance parce que c'est un maximum de 7 personnes par groupe. Donc, en tout, il y a 3 groupes, maximum de 21 personnes. Okay. Y a-t-il des coûts d'entrée? Non, il n'y a pas de coût. C'est sûr que les dons sont toujours les bienvenus, mais les activités sont de façon générale gratuites, mais avec inscription. Avez-vous des besoins de bénévoles prochainement? Bien, on a souvent besoin de bénévoles, surtout dans des gros événements. Puis le prochain gros événement qu'on a, ça va être la Journée nationale des cuisines collectives en mars, le 26 mars. Mais sinon, à chaque soupe communautaire, on peut aussi avoir des personnes qui viennent nous aider pour transformer les légumes pour faire une bonne soupe. Puis pour d'autres menus. Les personnes qui veulent s'investir comme bénévoles, sont-ils mieux de passer directement ici? Sont-ils mieux de t'appeler directement à toi? Ils peuvent communiquer avec nous, avec moi ou un autre membre de l'équipe, puis on remplit une fiche avec eux de ce qu'ils préfèrent faire comme bénévolat, parce qu'on a plusieurs types de bénévolat possibles. Puis donc, avec leurs préférences, on va pouvoir les diriger vers la bonne personne de l'équipe pour aider. Tout le monde est vraiment le bienvenu ici, là, même si c'est juste pour une visite, voir comment ça se passe, puis quel service on a. Venez cogner à notre porte, puis tout le monde est le bienvenu. Rose-Marie Follum, intervenante en zoothérapie chez Zoothérapie Gaspésie, nous informe sur le sujet et sur leurs services offerts.
Premièrement, j'ai travaillé avec la commission scolaire, j'étais en enseignement auparavant. J'avais déjà un bouvier bernois que j'emmenais à l'école, il était tout petit. Je voyais vraiment les bienfaits avec les élèves. Fait que j'ai fait ni un ni deux. Je me suis dit, je suis pas certifiée, ni les chiens n'étaient pas assurés. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé l'enseignement et je suis allée chercher ma certification à Montréal avec l'École internationale de zoothérapie pour justement avoir le droit de rentrer dans les écoles et continuer le travail avec des élèves, avec des chiens, justement. OK. Mais pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi au juste la zoothérapie? Bien, écoute, la zoothérapie, bien, c'est une approche thérapeutique, premièrement, qui est utilisée avec un animal domestique ou un animal de compagnie. C'est auprès des humains qui souffrent souvent des troubles mentaux, physiques ou même sociaux. Les objectifs, c'est souvent c'est l'amélioration du bien-être psychologique ou même physique, affectif, cognitif, qu'on fait avec les gens. On utilise le chien ou n'importe quel animal, dans le fond, parce que c'est une porte d'entrée de communication avec la personne. Parce que je vais vous donner un petit exemple. Au début, la première fois, je me suis promenée avec un caniche royal à Montréal pendant que je prenais mes cours. Il y a un monsieur handicapé avec une chaise roulante qui m'a dit « Ah, madame, vous avez un beau chien, est-ce que je peux aller le flatter? » Fait que là, je lui ai dit « Bien, monsieur, vu que vous êtes dans une chaise électrique, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais traverser, allez vous le présenter. » Puis il me parlait de toutes sortes de choses. Fait que là, le monsieur, il me dit « Mais il dit, le chien, là, il dit, il est terriblement calme, puis il est fin. » Mais j'ai dit « C'est un chien en zoothérapie. Ça fait plusieurs années qu'il fait de la zoothérapie, ce chien-là. » Mais là, il me dit « Qu'est-ce qu'il fait, ce chien-là? C'est quoi c'est la vraie job, là? » Il dit, dites-moi, c'est quoi la vraie job? J'ai dit, si je vous dirais, monsieur, que son travail a déjà été fait. J'ai dit, la minute que vous m'avez appelé, puis vous avez dit, madame, vous avez un beau chien, est-ce que je peux aller le flatter? Vous m'avez dit que vous viviez seul, que vous aviez de l'anxiété, que vous aimiez aider les gens. J'ai dit, là, on a déjà un dossier qu'on pourrait travailler ensemble sur bien des points que vous n'êtes même pas rendu compte. Fait que c'est ça, le travail avec l'animal, dans le fond. On va pouvoir travailler avec des gens avec différents objectifs qui est précise, bien souvent. Et on va choisir différents animaux pour le faire. On ne peut pas servir toujours du même animal pour faire le même travail parce que chaque animal a leurs qualités et leurs défauts et on va se servir de ça pour arriver à nos bienfaits. OK. Pouvez-vous nous parler justement des objectifs? Oui, certainement. Les objectifs, premièrement, l'animal, là, les bienfaits de l'animal, là, c'est un incitatif à l'activité physique. Par exemple, quelqu'un qui ne veut plus bouger, mais là, automatiquement, ils vont commencer à bouger, ils vont vouloir le flatter. Ça offre aussi de l'amour inconditionnel. Un chien là, ou un animal, ça ne juge pas. Alors, ceux qui sont très, très complexés ou n'importe quoi, les chiens, eux autres, ils n'en font pas de différence. Alors, il y a une approche automatique avec l'humain. Puis aussi, c'est une présence réconfortante et calmante aussi. C'est réconfortant. Il y a plusieurs personnes, si on parle des gens en résidence qui ont dû laisser leur animal domestique en arrière pour aller en résidence, ils s'ennuient. Mais là, avoir cet animal-là, c'est réconfortant, c'est calme, ça donne une joie de vivre, d'avoir un animal à côté d'eux. Aussi, c'est un catalyseur social. Dès qu'on a un animal, les gens viennent nous voir. Si je me promène tout seul dans le chemin, il n'y a personne qui va me dire « Hey, bonjour, madame, je veux vous parler. » Mais quand on a un animal avec nous, bien, « Oh, vous avez donc un beau petit chien, comment est-ce qu'il s'appelle? » Fait que là, on rentre plus facilement en contact avec un animal. Puis aussi, ça favorise les contacts interpersonnels. OK. Mais c'est pour qui au juste? Ça peut être pour n'importe qui? Là, ça peut être tout le monde. Des enfants. Moi, je vais travailler avec des enfants, puis je vais travailler jusqu'en fin de vie. Alors, c'est vraiment pour toute catégorie de gens. Votre service de zoothérapie, oui. Ça s'appelle Zoothérapie Gaspésie. Oui. Ça existe depuis quand? Ça existe depuis 3 ans déjà que je suis revenue, 2 ans à vrai dire, que je suis revenue avec les chiens. J'avais déjà un bouvier bernois dont je travaillais avec ici, local. Et quand je suis allée à Montréal pour ma certification, j'ai dû passer, c'est un cours quand même de 1000 heures, j'ai dû passer 6 mois à Montréal et j'ai travaillé avec du caniche royal, du Yorkshire, du Shih Tzu. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me chercher un caniche royal puis un petit mélange de Yorkshire Shih Tzu à travailler avec depuis ce temps-là.
Il n'y a pas des conditions pour faire appel à vos services, là? Non, il n'y a pas de condition à faire appel à le service. C'est certain que j'aime rencontrer la personne dont on va donner le service avant. Ou si c'est une personne, par exemple, en déficience, bien, on a besoin de rencontrer soit des parents ou les responsables pour savoir c'est quoi leur objectif vraiment. Parce qu'on ne va pas juste faire flatter un chien. On a vraiment des objectifs précis. Je vous donne l'exemple, une personne qui a peur d'un chien, par exemple, bien là, on va donner un petit cours d'anti-morsure. Comment comprendre le chien, comment lire le chien. Puis dans ce temps-là, bon, on va éviter, on va avoir moins peur parce qu'on va connaître l'action-réaction de l'animal. Ça peut être une école qui fait appel à vous, ça peut être des parents qui font appel à vous, ça peut être aussi un centre d'accueil, ça peut être des hôpitaux. Oui. Il y a déjà, la Société d'Alzheimer qui font déjà appel quand des journées de répit. Il y a la Société aussi des autistes du Québec qui vont faire appel à nous pour différents cas, qui est dans les écoles ou dans les maisons ou les résidences. OK. Puis ceux qui ont besoin de vos services ou qui veulent plus d'informations, ils vous rejoignent comment? Ils peuvent me rejoindre direct par téléphone au 88 392 98 06 ou par courriel à zootherapiegaspésie@gmail.com. La motoneige est une activité très appréciée et très pratiquée dans la région. Cette activité de pur bonheur n'est pas sans risque. C'est pourquoi nous vous proposons une autre capsule Sécurité FCMQ portant cette semaine sur l'utilisation des crampons. Les camions Silverado assurent confort, sécurité et toutes les commodités afin de sillonner nos routes enneigées vers nos magnifiques sentiers. Michel Garneau du magazine Motoneige Québec démystifie l'utilisation de crampons sur la chenille d'une motoneige. Bon, là, aujourd'hui, on va faire une démonstration des distances de freinage pour deux motoneiges qui sont, dans le fond, très semblables, à l'exception qu'il y en a une qui est cramponnée et qui ne l'est pas. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va poser des cônes pour simuler une ligne d'arrêt. On va venir à une vitesse constante avec les deux motoneiges et puis on va freiner en franchissant la ligne. Donc, on va pouvoir voir à ce moment-là, évaluer les distances de freinage et faire une comparaison sur le contrôle et la distance de freinage entre les deux motoneiges, une étant cramponnée puis l'autre ne l'étant pas. Si on regarde la surface de la glace où on a fait le freinage, on peut observer ici, il y a des marques d'adhérence qui ont été faites par les crampons. Donc, l'idée avec les crampons, c'est de maximiser le nombre d'interventions, si on veut, avec la glace. Donc, on le voit ici, là, à partir du moment où on a appliqué les freins là-bas, là, que ça a mordu tout le long ici, c'est ce qui nous a permis de réduire de beaucoup nos distances de freinage. Donc, c'est ça qui améliore votre sécurité. Les essais qu'on a faits aujourd'hui ont été très concluants. C'est assez évident que les crampons sont un dispositif de sécurité qui améliore non seulement le freinage, mais le contrôle, le maintien du contrôle dans les virages en freinage. Donc, et d'ailleurs, ça vient y appuyer les résultats qui ont été découverts dans des recherches beaucoup plus étoffées que ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'y a plus l'ombre du doute à ce que la valeur qu'apportent les crampons dans la question de sécurité pour le motoneigiste. La sécurité à Dérizy. Cette capsule vous a été présentée par Woody's, traction et contrôle pour la sécurité à motoneige. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 26 janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.